Bonjour, merci Emmanuel pour la présentation. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui un peu de la récupération des troubles cognitivo-moteurs. J'aborderai effectivement les perspectives par rapport à ce qui va se développer dans les années à venir. Il me paraît aussi important de commencer par resituer un peu le contexte de ces troubles-là. Et en guise d'introduction, eh bien, je vais vous dire que effectivement, des données de l'INSERM assez récentes, de 2019, nous disent qu'il y a à peu près 140 000 nouveaux cas d'AVC chaque année en France. Et parmi ces 140 000 nouveaux cas d'AVC, il y a une partie de patients, une proportion assez importante, qui va garder des séquelles. Parmi ces séquelles, on va trouver un ensemble de déficits qui sont bien connus et qui vont toucher la sphère sensorielle, la sphère cognitive, également la sphère motrice. Et souvent, il y a une partie de ces déficits qui se situe à l'interface entre la sphère cognitive et la sphère motrice, ce qu'on peut appeler les troubles cognitivo-moteurs, ce que l'on trouve aussi, on va dire, sous le vocable d'apraxie, puisque c'est le terme un peu qui regroupe cela. Donc ces troubles cognitivo-moteurs ont été définis par De Renzi en 1988, alors ils ont été définis bien avant De Renzi, mais comme un trouble de la gestualité intentionnelle, la capacité à faire un mouvement orienté vers l'environnement de façon intentionnelle et ou du contrôle moteur. Alors on va trouver des auteurs aussi très influents comme Goldenberg dans ce champ qui va dire qu'effectivement ces troubles-là sont la phase, on va dire la phase cognitive du contrôle moteur. Donc on a toujours été un peu dans cette espèce de mouvement de balancier à essayer de situer la frontière entre le cognitif et le moteur. Aujourd'hui, on part du principe que ces troubles-là, eh bien, ce sont des troubles qui émergent de l'interface, des interactions entre la cognition et la motricité. Alors pourquoi les étudier ? Eh bien, parce que déjà, ce sont des troubles qui sont assez fréquents dans l'AVC, bien sûr, de l'hémisphère gauche, mais aussi dans les pathologies neurodégénératives. Ce sont des troubles qui vont perturber la rééducation de la motricité, un peu le trouble de la motricité qui est un peu l'arbre qui cache la forêt et qu'il est important de considérer. Et puis enfin parce que ces troubles-là vont impacter les activités de la vie quotidienne, on y reviendra. Alors, il existe tout un tas de tâches cliniques qui sont impactées dans les troubles cognitivo-moteurs et on peut essayer de les regrouper selon deux axes. Un axe qu'on va appeler la transitivité et un axe la significativité, c'est-à-dire des actions qui peuvent comme ça se regrouper à l'intersection de ces deux facteurs. Et donc on va trouver par exemple des actions transitives avec signification qui sont des actions qui sont souvent impactées suite à un AVC, qui sont l'utilisation d'objets de la vie courante. Et en clinique, on va tester ça avec des tâches qu'on appelle le multiple object task, par exemple, où vous demandez au patient en fait de faire ce qui est devant lui. Donc, il doit faire une tasse de café, donc il doit assembler la cafetière, etc. Donc, ça, c'est des tâches qui nécessitent la mobilisation d'un certain nombre de connaissances. Vous avez aussi des tâches un peu plus artificielles qui sont des tâches centrées sur les objets, la connaissance des objets ou alors la reconnaissance de gestes. Quel est le bon geste pour utiliser un objet? Et puis, vous avez ce qu'on appelle une tâche qui est beaucoup utilisée, qu'on appelle le pantomime d'utilisation. C'est une tâche de mime, en fait, où on demande au patient de mimer l'utilisation d'un objet. Alors là, typiquement, ici, donc c'est un sujet contrôle, c'est pas un patient, mais à qui on demande de mimer l'utilisation d'un ciseau. Alors la tâche de pantomime, elle est très très utilisée, mais elle est très peu. En fait, on l'utilise pas vraiment à bon escient. On pourra en rediscuter si vous voulez. En tout cas, c'est une tâche qui est souvent déficitaire quand un patient présente un trouble cognitivo-moteur, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Si on en reste à la passation de cette tâche-là. Et puis des tâches d'imitation, c'est souvent des tâches classiques où il faut imiter un modèle. C'est des gestes qui vont présenter différentes caractéristiques, mais qui aussi ici, tant dans les pathologies neurodégénératives que dans l'AVC, vont être relativement mal réalisés.
Alors, quel type d'erreur classique on observe dans les troubles cognitivo-moteurs? Alors, vous voyez ici une patiente à qui on va demander de faire un pantomime. Alors, je ne vais pas vous dire le pantomime de quoi. Donc, vous voyez en fait un mouvement assez hésitant. Hein. La neuropsychologue lui a déjà dit ce qu'elle devait faire. Et vous avez un peu cette espèce de mouvement un peu stéréotypé. Et si je vous demandais, je faisais un petit sondage dans la salle et que je vous demandais, à votre avis, elle a mimé l'utilisation de quoi? Peut-être que la plupart d'entre vous me diraient que c'est une cuillère, qu'elle est peut-être en train de touiller quelque chose. En fait, elle était en train de faire le mime du tournevis. D'accord. Donc, ça, c'est typiquement les erreurs qu'on peut assister, c'est ce qu'on appelle des erreurs des erreurs spatiales, qui sont classiques chez les patients qui ont des troubles cognitivo-moteurs. Erreurs moins classiques, mais qu'on peut observer dans l'utilisation réelle d'objets. Vous voyez, en fait, maintenant, la consigne était simplement de demander à la patiente, montrez-nous comment vous allez utiliser cet objet, cet outil, ce ciseau, avec la feuille de papier. Est-ce que vous pouvez couper la feuille de papier? Alors, vous voyez que la patiente va avoir une saisie assez étrange. Et alors, je vous ai pas montré toute la vidéo, mais elle va finir par réussir à couper la feuille. C'est aussi ça qui est intéressant. Mais elle va avoir une position qui est complètement étrange par rapport à ce que classiquement on fait avec des ciseaux. Alors, pendant très longtemps, on a eu une approche des troubles cognitivo-moteurs, de l'apraxie, selon une nomenclature vieille comme l'inventeur, ou on va dire celui qui a découvert l'apraxie, en termes d'apraxie idéomotrice, apraxie idéatoire. Et ces deux apraxies étaient en finale, on va dire, déterminées par un déficit à une tâche clinique. Alors, aujourd'hui, on revient complètement sur cette nomenclature qui est, on va dire, trop ancienne pour perdurer et qui, au final, ne nous apporte pas grand-chose en clinique. Donc, avec notre équipe, nous avons en fait défini une nouvelle façon de classer les troubles cognitivo-moteurs, toujours en partant des tâches, mais en se focalisant sur les processus cognitifs qui sous-tendaient la réalisation de ces tâches. Et en fait, on sait qu'il existe des relations complexes entre certains nombres de processus cognitifs et les tâches qui vont être réalisées par les patients. Ce qui permet aussi de définir des profils de patients, c'est-à-dire qu'on va voir des patients qui présentent un déficit particulier dans des fonctions spécifiques de la sphère gestuelle, comme le schéma corporel, les connaissances sensorimotrices, ce qu'on appelle aussi les connaissances techniques, ou la planification motrice, et des fonctions non spécifiques qui ne sont pas spécifiques de la sphère gestuelle, comme le langage, la mémoire sémantique. Donc, en fonction de ces patterns qu'on va observer chez les patients, on peut ensuite proposer des revalidations qui pourraient être ciblées sur le déficit du patient. Alors, en termes de corrélats neuroanatomiques des troubles cognitivo-moteurs, en fait, les corrélats neuroanatomiques reposent sur cette modélisation qui est assez ancienne de Ungerleider et Mishkin, qui est cette dissociation entre deux voies, une voie dorsale qui serait la voie du where et une voie ventrale qui serait la voie du what, et qui a été en fait modifiée un peu. C'est un modèle qui a été un peu complexifié par Buxbaum et Binkowski et puis par nous récemment, qui en fait émet l'idée que notre capacité à produire du geste et les connaissances qui sont mobilisées pour produire des gestes sont supportées par ces trois voies, la voie dorso-dorsale, dorso-ventrale et la voie ventrale, et qu'il y aurait une connectivité particulière entre certaines de ces voies en fonction des tâches qui sont réalisées par les patients, par les sujets tout venant. C'est une méta-analyse qu'on est en train de faire actuellement sur des données lésionnelles. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au sein de ce réseau que je viens de vous montrer, il y a des régions particulières qui sont très importantes pour l'accomplissement de ces tâches, avec un nœud important qui est le lobe pariétal inférieur. Mais on va trouver aussi le gyrus frontal inférieur qui est impliqué dans le contrôle moteur, et également le lobe temporal occipital latéral, qui va avoir une aire visuelle associative, mais qui a beaucoup d'autres caractéristiques. Donc en fait, un réseau largement latéralisé dans l'hémisphère gauche, avec des nœuds très importants, qui, lorsqu'ils sont touchés, vont entraîner des déficits. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est très bien, vous nous parlez de tâches cliniques, quel est le lien entre les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire en situation plus écologique, et ces tâches-là? Alors,
Les travaux il y en a déjà un certain nombre qui ont montré un lien entre notamment l'échelle de Bartel, qui est une échelle d'autonomie fonctionnelle, et puis d'autres échelles entre eh bien, la phase aiguë, la réalisation de cette échelle en phase aiguë, et la réalisation de ces tâches cliniques. Alors c'est un peu moins vrai en phase chronique, ça reste vrai pour l'imitation ici, mais en fait on va le retrouver avec d'autres indicateurs. Donc il y a véritablement un lien entre les activités de tous les jours chez les patients et les tâches cliniques qui évaluent les troubles cognitivo-moteurs. Ça devient d'autant plus important et intéressant de s'en occuper quand on se rend compte en fait qu'il y a eu une suivi de cohorte européenne, un papier de 2015, qui a montré en fait qui a suivi des patients ayant fait un AVC et qui a évalué l'autonomie fonctionnelle de ces patients à 2 mois, à 6 mois et puis à 5 ans. Et en fait, ce que l'on peut observer, c'est une amélioration de l'autonomie fonctionnelle des patients jusqu'à 6 mois après l'AVC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va observer une diminution progressive de l'autonomie fonctionnelle des patients. Et ça, on peut difficilement l'expliquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, de mieux comprendre le lien qu'il peut y avoir avec cette diminution et la présence des troubles cognitivo-moteurs. Alors, en termes de fréquence des troubles cognitivo-moteurs après l'AVC, si vous voulez, dans les tâches cliniques qu'on a l'habitude de réaliser, alors ça c'est une méta-analyse qu'on a faite en 2014, vous avez 3 tâches classiques, l'utilisation dans 2 conditions, les pantomimes d'utilisation, et vous avez sur leurs données la différence entre les contrôles et les patients, c'est-à-dire que plus vous avez un cercle qui monte sur l'axe des ordonnées et plus les patients sont déficitaires, et chaque cercle représente une étude qui a été publiée dans la littérature. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité pour les pantomimes, ça c'est classique, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, mais surtout ce sont quand même des déficits qui en moyenne pondérés sont assez importants, de l'ordre de 20 à 25%, et qu'on va retrouver dans différentes tâches, aussi, là je ne vous ai pas montré de données sur l'imitation, mais qui peuvent aller jusqu'à 40%. Donc c'est vraiment des déficits qui sont présents et qui sont fréquents. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que l'on récupère des troubles cognitivo-moteurs? Alors la réponse est oui, on peut récupérer des troubles cognitivo-moteurs. Ici, c'est un très beau papier de Dressing de 2021 qui montre en fait qu'il y a suivi des patients entre une phase aiguë et une phase chronique. On pourra discuter de ce qu'on appelle aigu et chronique, mais elle a comparé donc des patients entre une première phase et une deuxième phase, et ce qu'elle observe, eh bien, c'est que les patients qui présentent un déficit dans la phase aiguë vont récupérer, il y a une certaine proportion de récupération, mais pas tous, et cela va varier selon les tâches. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une récupération, on va en discuter juste après, mais cette récupération, elle n'est pas totale. Et ce qui a été aussi intéressant dans ce papier, c'est que Dressing a regardé un peu quels sont les corrélats neuroanatomiques qui vont expliquer la persistance de ces déficits. Et ce qu'elle a observé, alors c'est quand on regarde au niveau donc, de ces 3 tâches-là, on retrouve un peu les régions qui sont lésées, qui font partie de ce réseau de l'action que je vous ai présenté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, en fonction des tâches, vous pouvez avoir des déficits persistants qui sont liés à des atteintes cérébrales qui sont différentes. Donc ça aussi, c'est intéressant, puisqu'on peut avoir aussi le réseau de l'action qui va être, on va dire, altéré de façon distincte en fonction des tâches et qui peuvent entraîner des déficits persistants ou non. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle va observer qu'il peut y avoir une récupération lorsque les déficits sont provoqués par des lésions situées dans le gyrus angulaire et dans l'insula, qui sont des régions en fait extérieures au réseau de l'action. Et donc, le déficit que l'on peut observer en phase aiguë suite à ces lésions pourrait être lié à une désorganisation d'un ensemble de réseaux, mais qui vont, par le jeu de la plasticité et de la réorganisation, retrouver un fonctionnement normal. Alors la récupération spontanée, c'est quelque chose qu'on observe souvent. Goldenberg l'avait montré en 2001, c'est-à-dire que si vous ne faites aucune, si vous ne faites rien, que vous ne faites pas de technique de rééducation particulière, les patients vont quand même récupérer de façon spontanée. Donc là, vous avez pour 3 patients, il y en a beaucoup d'autres dans son étude, mais ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a une diminution des erreurs pour les 3 patients. Et en fait, la période en bleu est une période où il n'y avait aucune rééducation qui avait commencé. Ce que Goldenberg avait montré aussi, c'est que cette récupération spontanée, en fait, quand on regarde à très long cours,
Elle peut persister chez les patients, c'est-à-dire qu'ils ne font plus d'erreurs, mais chez les patients qui ne s'entraînent pas au quotidien, qui ne s'entraînent pas dans leur vie de tous les jours, il peut y avoir une réapparition des erreurs. Ça fait écho avec les travaux que je vous ai montrés de la suivi de la cohorte de Meyer de 2015, qui montrent que effectivement cette récupération, elle semble être présente, mais elle peut s'accompagner aussi d'un déclin dans les années suivantes. Et ça peut aussi s'expliquer par un ensemble de mécanismes de réorganisation physiopathologique suite à l'AVC qui correspondent à une reperfusion, une réorganisation spontanée des réseaux de neurones, et puis aussi une plasticité qui est induite par l'entraînement. Et en fonction du moment où se situe le patient dans ce mécanisme de récupération, on peut observer des performances qui sont différentes. Parfois, quand on met des patients dans un groupe en phase aiguë, on peut avoir des patients qui sont dans des, on va dire, dans des phases de récupération différentes et qui peuvent aussi entraîner une variabilité très importante. Alors, l'exemple qui est assez flagrant, c'est l'exemple de l'étude de Pasaglia qui montre en fait que dans une phase aiguë, un déficit de reconnaissance de gestes chez les patients était associé à des lésions frontales gauche, et que dans la phase chronique, ce même déficit de reconnaissance de gestes était associé à des lésions pariétales gauche. Donc en fait, on a un même déficit comportemental qui va s'expliquer en fait par des lésions différentes en fonction du moment de la réorganisation des réseaux. Je vais vous parler très rapidement de la rééducation des troubles cognitivo-moteurs, puisqu'il y a bien sûr des rééducations qui sont faites classiquement par les ergos, par les neuropsychos, et qui utilisent toujours cette dichotomie récupération-compensation, avec le gesture training où on va réentraîner le geste, le direct training où on va réentraîner l'activité qui est déficitaire en elle-même, et le strategy training qui, lui, est un entraînement qui va permettre aux patients de développer des stratégies pour contourner ces difficultés. Alors je me suis amusé, donc ça c'est vraiment qualitatif, mais je voulais quand même vous le montrer, je me suis amusé à regarder tout un tas d'études qui ont des protocoles de rééducation qui ont été faites chez les patients avec troubles cognitivo-moteurs, et j'ai regardé si ces traitements, il y avait un effet du traitement, s'il y avait une généralisation du traitement sur d'autres tâches, et s'il y avait une maintenance de l'effet, et puis j'ai attribué un score d'amélioration, on va dire, qui pouvait être nul, marginal ou bon. Et j'ai regardé s'il pouvait y avoir qualitativement un effet de l'étendue de la rééducation, en termes de jours, un effet du nombre de patients et un effet du traitement. Alors regardez, pour l'effet de l'étendue, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un effet du nombre de jours de rééducation. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, l'amélioration, quand c'est vert, il y a une amélioration. Quand c'est orange, c'est assez marginal. Quand c'est rouge, il n'y en a pas. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, plus le nombre de jours s'écoule, et ce n'est pas forcément associé à une amélioration qui semble très importante. Et ça, ça peut aussi, c'est des données qu'on n'a pas forcément en termes d'intensité aussi de la rééducation. Bon, bref, en tout cas, quelque chose de peu probant. Alors, ce que j'ai remarqué, ça m'a étonné, c'est qu'il y avait un effet, en tout cas qualitativement, du nombre de patients. C'est-à-dire que plus il y a de patients dans la cohorte, et plus il y a un effet. Alors, vous allez me dire, en fait, ça peut aussi être lié au fait à des effets, on va dire, statistiques, des effets de cohorte, taille d'échantillon, qui montrent que plus on a de patients dans notre groupe, et puis effectivement, plus on va observer des effets, ce qui montre que peut-être que ces effets, de toute manière, sont assez minimes lorsqu'on les prend à l'échelle du cas ou du cas multiple. Et puis, au niveau du type de rééducation, c'est là que, à la limite, les choses sont les plus intéressantes. C'est qu'on a l'impression qu'effectivement, quand on développe des stratégies avec les patients, on va avoir une amélioration qui semble un peu plus importante. Alors, ça, c'est des choses qu'il faudra vérifier dans l'avenir, mais en tout cas, cela semble plus probant ici. Alors, si on fait une petite synthèse de ce que je vous ai montré par rapport à ces rééducations, il y a un effet du traitement. Dans la plupart des cas, la généralisation des effets, par contre, elle est dans un cas sur deux. Il y a très peu de données sur le maintien des effets parce que c'est très difficile à faire.
au final, hein, de suivre les patients pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est assez complexe. Il n'y a pas de lien entre l'effet du traitement et sa durée, ce qui ne semble pas si étonnant. Et puis il n'y a pas de lien il y a un lien par contre entre l'effet du traitement et le nombre de patients. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, et également avec le type de traitement, ce qui peut expliquer qu'effectivement la stratégie reste peut-être une des meilleures façons de rééduquer les troubles cognitivo-moteurs. Alors je vais terminer en vous parlant du rôle de l'hémisphère droit, puisque l'hémisphère droit, c'est quelque chose qui, au final, a souvent été négligé dans l'étude des troubles cognitivo-moteurs. Alors, c'est pas récent, hein, c'est Lippmann qui est, on va dire, celui qui a un peu théorisé en premier l'apraxie, qui avait fait un peu la première étude de groupe et qui avait montré en fait que dans un groupe de 42 patients avec des AVC gauche et 47 patients avec des AVC droits, il n'y avait pas d'apraxie chez les patients avec lésion droite. Et sur cette base-là, Lippmann a dit il y a une dominance gestuelle, il y a une dominance de la sphère gestuelle dans l'hémisphère gauche, et il y a eu un peu, dans la suite des études, comme un peu, on va dire, un fantasme partagé qui serait que l'hémisphère droit, au final, n'aurait que très peu d'impact dans ses fonctions gestuelles. Et ça, c'est vrai en tout cas dans le champ des études chez les patients, puisque vous trouvez très très peu d'études chez les patients, des études de groupe qui s'intéressent à l'hémisphère droit. Ce qui n'est pas le cas quand on va faire de l'IRMF, puisque dans les études de neuroimagerie fonctionnelle, globalement, on s'intéresse aux deux hémisphères, et on se rend compte en fait que oui, bien sûr, il y a une asymétrie fonctionnelle, c'est-à-dire que la sphère gestuelle, quand on teste des tâches qui vont questionner la sphère gestuelle, on va avoir une dominance de l'hémisphère gauche, mais il ne se passe pas rien dans l'hémisphère droit, et notamment dans certaines régions homologues à celles du réseau de l'action, qui est par exemple le gyrus temporal postérieur médian droit, qui est ici, et que l'on trouve très activé dans les tâches qui évaluent les fonctions gestuelles. Et puis, en neuropsychologie, il a quand même été montré que les patients qui ont des lésions droites, vous les voyez ici sur l'imitation de gestes transitives et intransitives, ils sont là, les patients droits, ils ont des performances qui sont bien sûr meilleures que les patients avec lésion gauche, mais ils ont des performances qui sont subnormales, voire déficitaires. Donc il y a quand même une idée que l'hémisphère droit aurait des compétences sur ces questions cognitivo-motrices. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Je vous parle de tout ça parce qu'en fait, ça va nous questionner sur le rôle de l'hémisphère droit dans la récupération des patients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait sur le plan moteur que quand il y a une lésion de l'hémisphère gauche, vous voyez ici une étude de Rémeux en 2011, alors ça c'est vraiment sur des aspects moteurs, on est vraiment sur du moteur, il y a une activation progressive dans l'hémisphère contralésionnel, qui va se faire quelques jours après la lésion, l'AVC de l'hémisphère gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'hémisphère droit va progressivement prendre en charge des fonctions qui ne l'étaient pas auparavant. D'accord ? La question pourrait être, est-ce le cas pour les troubles cognitivo-moteurs ? Il existe des premiers éléments de réponse, avec notamment le travail de Christine Watson en 2019, qui a montré qu'il existait un lien entre les scores des patients sur des tâches de pantomime, des pantomimes d'utilisation, et la connectivité fonctionnelle. Elle a montré en effet que les patients qui avaient des meilleures performances après leur AVC sur des tâches de pantomime étaient ceux qui avaient une meilleure connectivité fonctionnelle entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et pas dans n'importe quelle région, dans le gyrus temporal médian postérieur gauche avec sa région homologue à droite, et avec des régions frontales qui sont notamment le dorsolatéral médian, notamment impliquées dans le contrôle moteur. Donc vous voyez ici, en fait, ce sont des premières données qui nous permettent de dire que cet hémisphère droit va aussi prendre en charge des fonctions cognitivo-motrices dès lors qu'il va y avoir, et ça ne dépend pas que de la réorganisation intra-hémisphérique de l'hémisphère gauche quand c'est celui qui est concerné. Parlons rapidement pour finir de neuromodulation, puisque c'est des données qui sont toutes récentes de 2023, de Pasteur-Wapp, qui montrent en fait chez des patients qui ont fait un AVC de l'hémisphère gauche, que lorsque l'on stimule le lobe pariétal inférieur droit et le gyrus frontal inférieur droit, eh bien on va observer une amélioration
qui n'est pas excessive, mais une amélioration par rapport à la situation contrôle sur des échelles d'activité motrice. Et c'est vrai uniquement pour le lobe pariétal inférieur droit. Alors là, on peut questionner aussi à quel moment, en fait, la neuromodulation a été faite, à quel moment de la réorganisation des patients, parce qu'on peut aussi imaginer, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction du moment où on se situe, la neuromodulation va avoir des effets qui ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est des choses qui pourraient aussi être questionnées. Donc, pour conclure, les facteurs prédicteurs de la récupération au niveau lésionnel, eh bien, vous comprenez maintenant que la localisation de la lésion est importante, l'étendue de la lésion, bien entendu, au sein de ce réseau, et l'efficacité des thérapies qui vont être mises en place vont dépendre de l'intégrité des régions de ce réseau, bien sûr. Il peut y avoir des mécanismes de compensation, mais ces mécanismes de compensation vont se faire par l'engagement d'autres réseaux bilatéraux, ou aussi dans le même hémisphère, bien entendu. Il y a en tout cas des données qui montrent qu'il y a des signes associés qui ne sont pas des bons prédicteurs de la récupération, qui sont la présence d'aphasie, mais également la présence d'anosognosie. L'anosognosie, un beau papier de Buchmann en 2019 qui montre en fait que, avant de commencer à travailler la rééducation des troubles cognitivo-moteurs, elle va travailler sur l'anosognosie, la levée de l'anosognosie progressive. Alors l'anosognosie en lien avec la tâche cognitivo-motrice va montrer de meilleures performances des patients quand le signe anosognosique va diminuer. Alors, quelles sont les futures directions? Les futures directions, ça sera ma dernière diapositive. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que souvent, dans les troubles cognitivo-moteurs, on s'est intéressé au profil des patients à un moment donné, soit en période chronique, dans la phase chronique, soit dans la période aiguë. Et en fait, mis à part le papier de dressing que je vous ai montré un peu plus tôt, il y a très peu d'informations sur des aspects longitudinaux. Alors, pas uniquement transversaux, je parle vraiment longitudinaux, c'est-à-dire le suivi des patients dans une perspective vraiment de prise en charge individuelle. La question va être, aujourd'hui, peut-on trouver des marqueurs prédictifs de l'évolution des patients? C'est-à-dire, alors il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine-là, notamment il y a les très très beaux travaux de Michel Thibault de Schotten à Bordeaux, qui travaille sur ces questions de prédiction sur le devenir dans la sphère motrice, dans la sphère langagière. Ici, on interroge vraiment la sphère cognitivo-motrice, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dériver à partir de données anatomiques, fonctionnelles? Alors, juste la localisation de la lésion ne suffira pas à obtenir des bons prédicteurs. Il faut avoir aussi d'autres indicateurs qui vont être fonctionnels, connectivité structurale, connectivité fonctionnelle, des données cognitives et motrices sur des tâches cliniques qu'on utilise classiquement, bien sûr des données démographiques, puisqu'on sait que l'âge va aussi avoir des impacts forts sur les capacités de récupération. Et l'objectif étant de pouvoir prédire un profil cognitivo-moteur et une autonomie fonctionnelle. Alors, vous allez me dire pourquoi on devrait faire ça. L'idée, c'est de pouvoir prédire un potentiel de récupération de chaque patient afin d'associer des thérapies cognitives qui seraient ciblées à un patient donné et optimisées par rapport à son potentiel de récupération. Voilà, donc ça, c'est un peu les futures directions qui vont être prises sur l'étude des troubles cognitivo-moteurs. Je vous remercie pour votre attention.